on va passer donc sur les news. Et je vais commencer ces news, puisqu'on va rester sur une transition toute trouvée avec Netflix et Sony, puisque un contrat historique a été signé entre Sony et Netflix pour la diffusion. Je parle aux États-Unis par contre, puisque nous sommes toujours bloqués par la chronologie des médias. Mais voilà, Sony a signé avec Netflix pour que toutes les productions de chez Sony se retrouvent sur la plateforme de Netflix plutôt que de créer sa propre plateforme. Sony a misé sur la plateforme la plus, la plus connue pour diffuser ses prochains films, que ce soit Spider-Man ainsi que ses antagonistes qui ont eu droit à ces films stand-alone, ou alors encore les films tirés de jeux vidéo comme Uncharted qui sortira bientôt. Et donc ils auront la priorité peu de temps après le cinéma. Et ça a coûté la bagatelle de 1 milliard de dollars à Netflix. Alors pardon, excusez-moi, pourrait coûter, puisque l'accord a été signé mais pas encore le chèque. Donc voilà, on en est sur du 1 milliard de dollars pour obtenir le droit de diffuser les films de Sony en exclusivité sur Netflix après leur sortie en salle, ou en tout cas très peu de temps après, puisque on nous dit que le problème ne seront plus en salle et pourront être achetés en Blu-ray en DVD, voilà, priorité, pendant 1 an et demi. 1 an et demi de priorité, donc du coup après la sortie en Blu-ray du film aux États-Unis. Et nous, on est toujours donc sur les traces d'une réédition de la chronologie des médias, mais elle ne sera à mon avis pas aussi importante que pour ces pays-là. Donc voilà, ça c'était ma première petite news. On va tout de suite passer à Jifresh qui va nous parler d'une version russe de Lord of the Ring. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et oui, en fait, récemment, il y a des gens qui ont retrouvé dans leur carton une version russe du Seigneur des Anneaux qui a été fait dans les années 90, donc avec les moyens des années 90 en Russie. Donc, je sais pas si vous tapez juste Lord of the Ring ou le Seigneur des Anneaux russe, vous allez tomber sur des images, c'est assez kitsch pour, pour être gentil. Ça s'appelle Le Gardien, normalement, en russe. Les Gardiens, pardon. Et voilà, j'ai pas tout regardé parce que c'est très mauvais, on va pas se mentir. Mais c'est drôle de voir à quel point une œuvre peut avoir différents aspects, différentes versions. Et si vous avez un peu de temps d'aller jeter un œil aux effets spéciaux, il y a des petites anecdotes marrantes que j'ai pu trouver sur un article qui explique que par exemple, normalement dans le Seigneur des Anneaux, les Nazgûl sont 8 plus 1. Et bah là, en fait, la production n'avait que 4 chevaux. Malheureusement, du coup, les mecs refaisaient des tours derrière la caméra pour repasser une seconde fois euh, pour montrer qu'ils étaient bien 8. Donc, ouais, ça a l'air d'être plein de trucs comme ça, les déguisements ont l'air d'être complètement à la ramasse et tout. Mais je trouve que c'est une petite pépite de retrouver ce genre d'images qui sont assez magiques finalement. Des images qui datent d'il y a Je crois 30 que ans c'est ça, maintenant. du coup, je pense avoir. Je sais pas si t'es dessus. Oui, c'est Voilà, ça, c'est voilà. ça, Le d'accord, oui, c'est vrai que fameux ça a l'air. anneau Ouais. en pâte Fimo avec une utilisation absolument partout du flou. Mais bon, c'est quand même très très drôle et ça a le mérite d'exister. Voilà, si vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez aller regarder Gandalf qui ressemble à Rasputin un peu, je pense, je sais pas. Enfin, voilà. Ça, je pense que c'est Bilbo. Euh, Et mais ça voilà, a l'air, c'est un peu drôle. et c'est pas du fan-made, hein, c'est vraiment un film Non, qui non, a non, c'est eu un vraiment système de une. production, Mais après, enfin, on est dans les années 90, bien sûr. c'est-à-dire la chute du bloc soviétique, hein, donc c'est des moyens plus que du bord. Je pense que c'est un peu considéré comme du fan-made Hmm, parce que les mecs avaient juste voilà, un flambeau et 4 chevaux pour faire un film. bien sûr. Et ils ont réussi quand même à faire quelque chose. Alors, je sais pas ce que ça vaut hein, d'un point de vue cinématographique, mais c'est cool. Je trouve que c'est cool d'avoir des gens qui étaient tellement fans déjà dans les années 90 d'une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux qu'ils ont décidé de faire un film malgré tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir et tous les obstacles qu'ils ont dû rencontrer, que ce soit financier, à tourner dans la neige, enfin voilà. J'avoue que ouais, c'est une bonne petite pépite que tu nous as trouvé là, effectivement. Donc, bah, en tout cas, la partie 1 est disponible entièrement sur YouTube. Donc, si Ah vous. oui, pardon, tout est disponible sur YouTube. Eh bah, voilà. Ça a été mis en ligne sur YouTube gratuitement. Vous pouvez
aller jeter un œil. Je pense qu'en même temps, personne n'aurait accepté de payer pour voir ça. Je vous laisse, je vous laisse foncer voir ça si vous avez du coup 2 fois Après, si vous 50 parlez minutes. pas russe, Ouais, ce ça, qui est mon ouais, cas, effectivement, ça risque faut d'être peut-être peut-être avoir lu le compliqué. bouquin avant pour essayer de comprendre qui est qui. Effectivement. David, étant donné qu'on ne t'a pas du tout entendu ce soir, puisque tu n'étais pas là tout simplement, c'est vrai que finalement on n'allait pas inventer des samples pour te faire venir fictivement, C'est bien dommage. c'est bien dommage. Tu avais une grosse news, toi, autour de Pâques, puisque tu n'avais pas pu en parler lundi dernier, puisqu'on n'a pas fait d'émission, encore une fois, donc tu n'étais pas là, donc nous non plus, donc on n'allait pas inventer une émission qui n'existait pas. Et donc cette fois-ci, du coup, tu nous parles des résultats de la télévision de Pâques, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est enfin une grosse news, on va dire que c'est surtout l'occasion de vous donner les résultats de ce qu'on avait évoqué il y a 15 jours, c'est-à-dire le fait que Pâques est un week-end décisif en matière d'audience télé pour les chaînes et qu'elle mise beaucoup, beaucoup sur le cinéma et que cette année, en cette période de mi-confinement, pour lesquels les investisseurs, enfin les annonceurs investissent beaucoup sur la télé puisque, enfin bon, à l'époque du week-end de Pâques, tout était encore plus ou moins ouvert. Eh bien, effectivement, les chaînes de télé ont beaucoup misé là-dessus, sur le cinéma, et on a eu véritablement des très très grosses audiences. Ça a été un immense succès. Je vous rappelle que TF1 misait sur Jumanji, le remake avec Dwayne Johnson. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs aujourd'hui qu'il réfléchit à une candidature à la Tout présidentielle à fait, américaine. tout à fait. Donc Ah je bon? sais que Les David sondages sont serait le bons. premier à voter pour lui. Trop bien, mais carrément. À moi, mais oui, non, mais complètement. Moi aussi, là. Et donc, Je vais me faire donc citoyen américain juste pour aller voter pour Dwayne Johnson. ouais, ouais, n'est-ce pas? Et du coup, donc TF1 misait sur Alors, Jumanji par contre, et seulement avec si Ben Affleck est Premier ministre. il n'y a pas de Premier Vice-président. ministre aux Vice-président, États-Unis. pardon, Donc, vice-président. Ok. Vice-président. déjà, ça commence bien. Non, alors par contre, il y a Matthew McConaughey qui, lui, se présenterait pour être gouverneur du Texas. Il Oh, a lancé sa vas-y. chaîne YouTube, Ah non, pas choisi, etc. pardon. Donc Pas choisi. les acteurs, il n'y a pas que Ronald Reagan. Il faut rappeler Mm. que Ronald Reagan, c'était un acteur avant de devenir président des États-Unis. c'est vrai, Finalement, ça pourrait être le sujet de la semaine prochaine. tout à fait. Alors, les chiffres de Pâques, du coup. Alors, les chiffres de Pâques, c'est un immense carton d'audience pour Jumanji, avec 6 100 000 téléspectateurs. C'est tout simplement le meilleur résultat de Pâques. Ça s'est égalé avec celui de l'an dernier, mais l'an dernier, je vous rappelle que c'était le confinement, donc forcément, il y avait énormément de monde devant la télé, c'était les B-Boss. Mais si on enlève ce contexte extrêmement particulier de Pâques l'année dernière en début de confinement, eh ben on est tout simplement sur un record de ces dernières années. Donc, immense carton pour Jumanji. Sur M6, c'était Vaiana avec 3 900 000 téléspectateurs. Je vous rappelle que c'est le seul dimanche de toute l'année où M6 ne diffuse pas Capital aux zones interdites, mais diffuse du cinéma. Et avec 3,9 millions, Vaiana a vraiment fait le rouleau compresseur puisque c'est le meilleur score d'un Disney en prime time sur M6. A priori, j'ai pas retrouvé plus gros ailleurs, donc je pense que c'est peut-être le plus gros carton de tous les temps pour M6 avec un Disney en prime time. Et puis sur France 2, il y avait Mon Bébé à 2,6 millions. Ça fait pratiquement 13 millions de téléspectateurs sur ces 3 chaînes. Et si on rajoute les autres films de la TNT, on est aux alentours de 15 millions de téléspectateurs qui ont regardé du cinéma. Ça fait un Français sur 4, c'est énorme. Hein. C'est énorme parce que ça veut dire qu'évidemment, on ne comptabilise pas les plateformes de SVOD, on ne compte pas Netflix, Prime, Disney+, etc., ni les gens qui regardaient des Blu-ray. Donc ça veut dire que rien que déjà se dire qu'un Français sur 4 était devant du cinéma à la télé un dimanche soir, c'est juste énorme. Et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup ragaillardi les chaînes de télé dans leurs aventures futures, puisque on a su que TF1 réinvestissait encore beaucoup dans les œuvres de Marvel, dans les œuvres on va dire, du catalogue Disney hors dessin animé, et ça va être le cas notamment encore dans ces prochaines semaines. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le lundi de Pâques, je vous le rappelle, l'après-midi, c'était le retour du cinéma en journée, en dehors des fêtes de fin d'année. On a l'habitude, hein, on en a beaucoup parlé au moment de Noël, de ces films qui passent à cette heure-là. Et bien là, c'était la première fois depuis quelques années, le lundi de Pâques, les chaînes de télé avaient arrêté de passer des films. Et là, ils s'y sont remis, évidemment dans un contexte de confinement un peu particulier, donc c'était un peu moins risqué, on va dire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a cartonné également, puisque, alors, je le rappelle, TF1 rediffusait Jumanji. Et on en avait été très surpris quand on l'avait évoqué sur Netflix il y a 15 jours, si vous vous souvenez bien. Et on se demandait ce que ça allait pouvoir donner.
eh bien, ça a cartonné puisque 2,1 millions de téléspectateurs. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je dise que ça a cartonné alors que la veille, je vous ai dit que ça avait fait 6 millions 2. Là, on est à 2 millions, 2 millions 100. Mais c'est tout simplement qu'il y a beaucoup plus de monde devant la télé le soir qu'en journée. Bien sûr. Donc, Et surtout pour une rediffusion. surtout pour une rediffusion. Alors, évidemment, des gens sur Internet disent oui, mais il y en a, on pourrait peut-être pas additionner parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont regardé et dimanche et lundi. Bah, Moi, j'ai peu quand même un importe. sérieux doute. Et puis, je veux dire, peu importe, comme tu dis, ça fait quand même 8 millions 3 en fait, de téléspectateurs sur les 2 jours. Et en fait, c'est vrai qu'on se posait la question, tu le posais la question à juste titre, David, de savoir est-ce que ça allait marcher ou pas, parce que c'est très curieux, et c'est surtout la première fois, c'est inédit en télé, de faire une rediffusion le lendemain comme ça l'après-midi. Et à plus de 2 millions de téléspectateurs, c'était vraiment inespéré pour TF1. Donc, ça va aussi visiblement les inciter à diffuser du cinéma en journée pendant les prochains jours fériés à venir, pour l'Ascension, la Pentecôte, etc. On espère en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur M6 était diffusé Aladdin, le Aladdin des studios Disney, et avec 1,5 million aussi, c'est quand même un très très bon score puisque jamais M6 ne fait 1,5 million téléspectateurs en journée le reste du temps. Et c'est vrai que ça a été 2 films qui ont non seulement beaucoup marché et qui ont aussi été beaucoup commentés sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a été assez agréable. Enfin, je veux dire, moi, Aladdin, je l'ai vu 15 fois, peut-être, c'est un de mes Disney préférés. Donc j'ai un peu traîné sur Twitter, je me suis permis pendant que je le visionnais. Et c'est vrai que c'était chouette parce que les gens réagissaient beaucoup. Le fait que ce soit un très très bon film aussi, ça fait un peu de bienveillance sur ces réseaux sociaux. Et puis surtout, les gens qui échangent entre eux. Et il y a ce côté communautaire que finalement, on l'avait déjà dit un petit peu, mais que seule la télé peut nous procurer. Donc des chiffres de Pâques excellents. Et c'est encore une fois, je vous le rappelle, une très très bonne nouvelle pour le cinéma en général, puisque les investisseurs après réinvestissent dans le cinéma, et particulièrement dans le cinéma français. Donc on faisait un petit peu les prévisions il y a 15 jours et les chiffres sont très bons. Et vous dire que du coup, les chaînes de télé vont un peu surfer sur tout ça, puisque hier soir, vous l'avez peut-être vu, mais TF1 diffusait Ant-Man. Donc restez dans la logique de diffusion de ces dernières semaines, Wonder Woman, Aquaman, Jumanji, qui sont des blockbusters très populaires qui ont cartonné. Et Ant-Man, pour sa deuxième diffusion, hier, a fait quand même 5 200 000 téléspectateurs, ce qui est un très bon score pour une rediffusion, puisque TF1 l'avait déjà diffusé en 2018. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine prochaine, TF1 a décidé de diffuser Ant-Man et la Guêpe. Ah, bien. Alors, c'est assez. En fait, quand on regarde la logique du MCU et l'ordre de diffusion des films, c'est pas logique du tout, puisqu'il y a 3 ans entre les 2 films. Mais en fait, ce sont 2 films qui, je pense, peuvent suffisamment se regarder à part du reste de l'univers Marvel. Oui. Et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre à des gens qui. Ça a permis déjà, je pense, aux gens qui le savaient de se dire bah tiens, avant de voir le 2, je vais voir Ant-Man hier soir. Et puis, ce sera donc un blockbuster inédit. Alors moi, je ne l'ai pas beaucoup aimé, je ne sais pas vous, ce que vous en aviez pensé de celui-là. Non, je suis pas un grand fan. Mais, Je ne l'ai pas vu. moi, j'ai largement préféré le premier. Mais en tout cas, je trouve que l'initiative est à saluer. Et par contre, face à lui, France 2 a décidé de programmer alors aussi un Man, mais pas un film de super-héros, puisque ce sera First Man de Damien Chazelle avec Ryan Reynolds, avec puisque je raconte, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Je sais pas si vous l'aviez vu celui-là, mais moi j'aime bien. Je l'ai pas aimé, moi. Je suis pas fan, moi. Ouais, moi non plus. J'ai pas aimé, non plus. Mais à revoir, ça fait C'est partie pour ça des films quand que je veux j'avais vu- Quand j'avais revisionner. vu Ad Astra, il m'avait réconcilié avec le film Ouais. spatial parce que j'avais pas trop accroché à faire ça. Serial Ciné nous dit qu'Ant-Man 2 est oubliable aussi, donc voilà, on est sur une bonne dynamique pour regarder First Man la prochaine fois. Bah, disons que, en fait, la France 2, ils ont cartonné le dimanche soir avec Three Billboards et avec Green Book. Et depuis, ils ont passé beaucoup de films français et ils sont arrivés régulièrement 2e, 3e des audiences. Et là, je me dis, First Man, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de redorer un peu son blason face à Ant-Man et la Guêpe. Alors, à voir. Mais en tout cas, ce sera 2 inédits l'un face à l'autre dans cette période de vacances un peu forcée pour les gens enfin, pour les élèves, les adolescents qui se retrouvent tous en vacances ensemble. C'est ça qui change. C'est la première fois que des vacances de Pâques et de printemps ont lieu tout à la même date. Et du coup, les chaînes de télé, effectivement, là, Ant-Man, je pense que le fait que tous les ados étaient dispo aussi, ça a dû fonctionner. Bah oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle TF1 diffuse Ant-Man 2. Et puis, le dernier dimanche des vacances, ce sera encore un inédit sur TF1 avec Valérian, pour ceux de Luc Besson. Alors bon, moi, je suis pas fan de Luc Besson. Je trouvais que c'était pas son plus mauvais, celui-là. Mais je pense aussi que ça va cartonner parce que tous les gens qui l'auront pas vu, on le rappelle encore une fois, que le principe aussi de la télé, c'est que c'est gratuit. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma ou de s'offrir des plateformes de VOD.
et qui du coup Complètement, ouais. mettent à profit le fait que les films passent à ce moment-là. Et enfin, la dernière petite news que j'ajouterai après avoir été long, mais je n'ai pas parlé avant et je ne parlerai plus après, c'est le retour de Cinémardi. Alors Cinémardi, ça rappelle un petit peu notre enfance. Enfin, on a tous plus ou moins le même âge, mais il y a une époque où TF1 diffusait des films tous les dimanches et tous les mardis. Et depuis 2004, le mardi, c'est beaucoup plus rare. Et souvenez-vous, l'an dernier, pendant le premier confinement, il y avait eu TF1 avait passé 14 semaines de suite, 14 mardis, à diffuser 3 sagas. Ils avaient commencé par les 8 Harry Potter, qui avait cartonné. Ça faisait entre 6 et 8 millions tous les mardis soirs de téléspectateurs. Ça avait été un énorme carton. Ensuite, ils avaient enchaîné avec Le Seigneur des Anneaux, qui malheureusement avait beaucoup moins marché. On était aux alentours de 3-4 millions. Moi, je suis déçu parce que, pas pour moi, voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est qualitativement bien, bien au-dessus d'Harry Potter. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins facile d'accès et un petit peu moins Ouais, je populaire pense, pour ouais. les gens. Mm. Et ils avaient terminé avec début juin avec la trilogie Jurassic Park, qui avait aussi Allô? Ouais. On a Ah, perdu en On n'a plein pas eu la... milieu. Ouais, on n'a pas eu la dernière phrase, ouais, du coup. Pendant ce temps-là, Serial Ciné nous dit que le Seigneur des Anneaux entrecoupé de pubs, ça fait mal. Ah oui, bah oui, oui. Ouais, ça c'est Ouais, vrai. c'est ça aussi. Regarder un film de 3 heures, c'est pas forcément évident. Et du coup, ouais, c'est pas forcément la meilleure des idées. Après, c'est une saga, donc ils ont dû passer ça. Et puis, ils ont pas les droits pour Star Wars, c'est M6 qui les a, je crois. Donc, forcément, ils ont pas pu passer cette saga. Ils n'ont pas pu passer cette saga-là. Ça fait beaucoup de pas et de plus. Comic Eater, en attendant que David revienne, tu vas. Ah bah David est revenu, donc Comic Eater, non. Oui, Ouais, voilà, David, donc dis-nous tout. Donc c'est quoi la prochaine saga du coup? oui, oui, excusez-moi, ça a bugué, mais là je vous entends. Bon, très Oui, bien. je disais, la prochaine saga, ce sera donc le Labyrinthe. Je ne sais pas si Ah vous oui, connaissez la saga j'ai du vu, ouais, Labyrinthe, j'imagine. ouais, ça passe à partir de mardi prochain, effectivement. Ouais. Ça commence à partir de mardi, et en fait, TF1 va capitaliser sur le fait que les ados soient à la maison, Mm, que mm. les grands ados soient à la maison. Je veux dire, le Labyrinthe, ça touche à partir de 9-10 ans. Je pense que les Oui. jeunes peuvent le regarder jusqu'à l'âge adulte sans souci. Et ça va être l'occasion pour eux de tester ça. Alors j'ai hâte d'être un mercredi matin pour vous mettre les audiences sur le Discord pour voir ce que ça donne, puisque 3 mardis de suite, alors sachant que le troisième mardi, les élèves de primaire auront repris les cours, enfin les élèves du collège et de lycée aussi à distanciel, mais bon, je pense qu'à distanciel, c'est quand même pas pareil. Ils seront peut-être plus enclins à être devant leur télé quand même le soir. Et du coup, voilà, TF1 a décidé de miser là-dessus, sachant que pour le Labyrinthe 3, qui sera donc diffusé le mardi 27 avril, ce sera la première diffusion, il sera inédit. Donc ils vont rediffuser le 1 et le 2 et passer le 3. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau audience, parce que je pense que chez TF1, on a hésité un moment à le faire. Encore une fois, Harry Potter avait cartonné, les deux autres sagas un peu moins. Mais ça coûte un petit peu moins cher de passer des films que, évidemment, enfin, ça coûte même bien moins cher que de devoir faire ses propres téléfilms ou même parfois de faire de l'acquisition de séries. Et la dernière fois que TF1 a passé des films le mardi, c'était avant Noël. Souvenez-vous, ils avaient rediffusé Les Retours vers le futur en prime time avec des scores plutôt corrects, mais sans être non plus incroyables. Donc, affaire à suivre à partir de mardi pour Les Labyrinthes. Et sinon, les 2 prochains dimanches, Ant-Man et la Guêpe, puis Valérian et La Cité des Mille Planètes pour le dimanche d'après. Voilà un peu les news du cinéma à la télé. J'espère pas avoir été trop long, mais il y avait pas mal de petites choses à dire. Bah écoute, t'as fait toutes tes news en même temps, donc tout va bien. On est toujours ravis d'avoir ces infos télé, c'est hyper intéressant à chaque fois de toute façon, donc c'est toujours un grand grand plaisir. Comic Eater, je vais te laisser faire tes news à la suite. Il nous Ouais. reste une dizaine de minutes. On va commencer par Astérix qui donne des nouvelles. Non pas parce que Netflix a décidé d'en faire une série faite par Alain Chabat, mais bien parce que Guillaume Canet a entrepris la production du film. Donc vas-y, dis-nous tout. oui, effectivement, donc le prochain film Astérix, qui s'appellera Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, sera réalisé par Guillaume Canet. Et le tournage est prévu au printemps de cette année 2021. Et il a beaucoup fait parler le film sur les réseaux sociaux ces derniers jours par rapport au casting, puisque une affiche a révélé le casting assez fou et assez complet du film. Et donc on aura dans le rôle titre Guillaume Canet qui sera Astérix et Gilles Lelouch qui sera Obélix. Alors deux acteurs, hein, voilà, qu'on n'aime pas, ça pose pas de problème. Ensuite on a César qui sera interprété par Vincent Cassel. Ensuite, on aura Jonathan Cohen, qui est un acteur quand même très connu avec La Flamme, qui en plus va jouer dans un film de Snyder, justement, le préquel de L'Armée des Morts-Vivants.
On a Marion Attends, Cotillard, évidemment. Jonathan Cohen est dans le Army of the Dead qui va sortir sur Netflix? Non, non, il va être dans le préquel qui sortira encore après. Il n'est pas dans celui qui sort sur D'accord, Netflix, mais il sera dans le prochain. Parce qu'il y a un d'accord. préquel de prévu déjà. Ah bah d'accord. Ah ouais, Donc, Ouais, merde. ouais, donc Ok. c'est le. Donc il sera dedans. Il y aura Jonathan Cohen dans le préquel du film de Snyder. Mais Ce, qui sera pas ce fait par monde Snyder, devient par fou. contre. Mais d'accord, ok. Vas-y, ah mais ok. Pas de problème, vas-y, Ouais. continue. Et du coup, au milieu de tout ça, donc on a aussi le problème, et c'est là que les gens ont un petit peu gueulé sur les réseaux sociaux, ben, tout un tas de non-acteurs en fait. C'est-à-dire on a Zlatan Ibrahimovic, donc footballeur, on va avoir Jérôme Commandeur, on va voir Issa Doumbia, on va voir Angèle, Dick Floéoli, Aurel San, McFly et Carlito, Chicandier, Franck Gastambide, Vincent Dezania, alors qui sont pour certains parfois acteurs, mais ça reste surtout du star power Ouais, complètement. de youtubeurs, Mm. de comiques, de gens qu'on voit à la télé, dans les émissions, dans les shows. Et moi, je partage cette vision-là de ça vaut mieux que ça, Astérix. Alors, Ouais. ça, j'aimerais, parce que ne nous le cachons pas, depuis Astérix d'Alain Chabat, qui a beau être un film très très bien, c'était déjà le cas. On avait déjà ces acteurs qui n'étaient pas tous des acteurs. On avait Zinedine Zidane, Schumacher qui arrivait après par la suite. Mais bah moi, j'aurais aimé qu'on retrouve cette ambiance du premier film Astérix avec des vrais acteurs, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment le listing, le casting pour attirer toutes les tranches d'âge, pour Ouais. attirer tous les publics. Mm. Et au détriment, peut-être, on verra bien, hein, d'un scénario intéressant parce qu'il va falloir les placer. Alors même si c'est pour des petites scénettes, comme j'imagine des petits clins d'œil, bah, ça va être pour moi des interférences. Et j'aime beaucoup Astérix, je pense que David aussi. Et ben j'ai des doutes par rapport à Guillaume Canet sur son talent pour faire quelque chose comme Alain Chabat. Donc à voir, cet Astérix et Obélix. Alors je partage pas la rage absolue des gens, mais c'est vrai que ce casting m'a fait un peu tiquer, surtout sur certains, quoi. Tout ce Bah, qui déjà, est. Pourtant j'aime Astérix, bien Big Flo et Oli, Orelsan, mais en tant Oui, oui, bien qu'acteur, sûr. McFly et Carlito, j'ai pas envie de voir McFly et Carlito dans un film Astérix, quoi. bah, rien que le choix d'Astérix, enfin son propre choix du coup, hein, Mm. de s'auto-choisir pour faire Astérix, je sais pas, sans être un fan de Christian Clavier Ouais. ou de Bah, Enfin, ouais, c'est Alors Chloé pour Gilles Cornillac, j'aime. Lelouch, pour information, Il a déjà il fait, non? a non, non, parce que justement pour Obélix, Depardieu a été Ah interviewé. oui, c'était toujours de Paris. Je sais plus où c'est dans peut-être dans TPMP d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout est-il qu'on lui a demandé ce qu'il en pensait. Et lui, le premier, il a dit qu'il n'était pas fan du cinéma de Guillaume Canet, que Mm. avec Uderzo, il avait l'accord comme quoi, tant qu'il était vivant, ce serait lui Obélix. Mais clairement, il a dit, moi, je veux plus faire Obélix, je veux pas travailler avec Guillaume Canet, ça me plaît pas ce qu'il a fait. Donc voilà, je laisse la porte à Gilles Lelouch, il fera Obélix, ça me dérange pas. Donc Alors, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas Depardieu en Obélix. Serial Ciné nous dit que ça rappelle un certain Astérix aux Jeux Olympiques, effectivement, parce qu'on avait pas mal de guest stars et que ça fait assez peur. Et il a dit également, il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, Serial Ciné, je ne sais pas, je dis il depuis tout à l'heure, je n'en sais rien. Chabat est arrivé à faire du star talent fidèle à la BD. Les deux autres ont juste fait de l'opportunisme sur la marque. Oui, c'est ça. Ouais, je suis entièrement C'est vraiment d'accord. ça. Et alors, effectivement, je pense que le film aurait dû plus jouer sur un casting d'acteurs classiques pour sa promotion et laisser peut-être les personnes qui sont là pour des petites interventions dans le film un peu plus connues le dire sur leurs réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube en disant eh ben les gars, si vous voulez nous voir au cinéma, on sera 4 secondes ou 15 secondes dans le prochain film de Voilà. Guillaume Canet et ça aurait été très bien. Alors moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce que fait Canet et de ce que fait Lelouch non plus puisque je suis pas un grand fan des petits mouchoirs ou de ce genre de choses. Je trouve que ça fait plus film de potes qu'autre chose et j'ai bien peur que cet Astérix là soit de cet augure, donc ça ne m'inspire pas Bah, confiance. j'espère juste j'espère juste qu'on va pas tomber dans le cliché, parce que bon, sur l'Empire du Milieu, j'imagine que ça parlera de la Chine ou de la Corée, quand je vois les acteurs euh, qui fera la princesse Fouilly, enfin, tout ça, je pense que ça se passera en Chine. Mm. Euh, J'espère qu'ils vont pas tomber un peu dans le cliché de la comédie française qui fait du racisme Ouais, passif un petit peu, on va complètement. dire. Alors, Alors sachant que normalement, que. Astérix est censé comme être assez. Même Mm, si Astérix a voyagé à travers le monde entier, c'est mm. jamais gros, c'est jamais mis à l'écran, enfin, du moins en image
de façon très grosse. C'est quand même assez discret, c'est assez fin comme humour. Et j'espère qu'ils vont conserver au moins ça, parce que sinon, ça va juste être catastrophique, quoi. Complètement. Oui, et Sachant puis je pense que, que. Non, vas-y. ouais, sachant que au casting, on a Manu Payet qui fait le personnage, alors on ne sait pas, hein, c'est peut-être que ça aura aucun rapport, qui fait le personnage de Rikiki, et que Manu Payet est très connu pour ses accents racistes. Ça me fait un peu peur, parce que Oui, j'ai voilà, c'est ça. surtout pas envie de voir Manu Payet qui prend l'accent chinois, quoi, s'il vous plaît. C'est tout ce qui fait que j'aime pas le cinéma français, et quand je dis ça, j'inclus pas tout le monde, mais cette part qui fera, hein, premier au box-office, hein, à n'en pas douter, hein, va Bien sûr. exploser les scores, hein. Mais bah, c'est dommage que finalement ce soit ces films-là qui explosent les entrées, vu les valeurs qu'il y a à l'intérieur, et puis effectivement le copinage. Guillaume Canet qui place en Cléopâtre sa chère femme, et qui a tweeté que son fils ferait vraisemblablement les débuts, leur Voilà. enfant, Bah dans ouais, le c'est film. ça. Tu places ton propre gosse dans le film, faut arrêter quoi. Genre, C'est un film de potes, ce que je dis. c'est vraiment voilà le film de potes. Le mec a eu la thune pour Après, pouvoir faire un film de potes licencié, quoi. point de vue box-office, je suis pas aussi certain que ça que ce sera un carton, hein. Les deux derniers n'ont pas marché très très fort Mm. Mm. parce que les gens sont quand même attachés à un certain C'est vrai type qu'on de oublie Astérix et qualité. Obélix en Et Angleterre, hein. ouais, bah, qui pour moi était mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques, puisque Astérix aux Je Jeux n'ai vu Mhm. Olympiques, aucun pour des moi, deux, quoi. c'était une Son fils catastrophe s'appellera numérique. Pistonix, nous dit Serial Ciné. Et c'est vrai que dans Astérix aux Jeux Olympiques, en plus, toutes les guest stars apparaissent que dans une. Il y a un quart d'heure de scène à la fin où il y a Schumacher, Zidane et tout qui Ouais, font. ouais, c'est Enfin, ça. c'était absolument immonde. Au service secret de Sa Majesté, là, c'était plutôt ouais, bon enfant, mais ça, voilà, c'était assez oubliable, je dirais, même si je ne l'ai pas revu depuis le cinéma. Mais bref. Mais point de vue box-office, ça avait été relativement moyen les deux derniers. Et je pense que les gens sont hyper réticents à l'idée de voir Canet et Lelouch en Astérix et Obélix. Oui. Et c'est vrai que pour moi, la seule bonne nouvelle de ce casting, c'est Pierre Richard en Panoramix. Ouais, Ça, c'est pour vrai. le Oui. coup, Et Complètement. Philippe Catherine aussi en assurance touriste, ça Oui, peut être rigolo. oui, exact, exact, ouais. ça va être rigolo, mais voilà. Après, effectivement, ça devait être tourné en Chine à cause du Covid, ça s'est tourné en Auvergne. Alors, la vérité, c'est d'Auvergne, mais c'est vrai que j'y travaille, donc c'est une région que j'aime bien, mais ça sera pas pareil. Bah, ça Mais ressemblera pas aux terres mongoles, quoi. voilà, moi, c'est vrai que c'est un procès qu'on a beaucoup fait à Chabat au début, hein, quand il a dévoilé son casting aussi d'Astérix Mission Cléopâtre, d'avoir invité que des copains et des non-acteurs. Et on a fait ce procès, du coup, alors qu'on n'aurait pas dû parce que le film est génial. On l'a fait dans Astérix aux Jeux Olympiques à juste titre. Donc je me dis là, voilà, faudra voir, mais je partage énormément vos doutes. Mais autant je me fais pas de soucis pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 qui va encore tout Mm. écraser sur son passage, autant celui-là, euh, je sais pas, hein. Honnêtement, on a regardé les derniers films dans lesquels il y a eu des youtubeurs ou des films de Kev Adams aussi où on misait tout sur lui. En fait, parfois, le concept du film prime quand même sur les acteurs. C'est ce qu'ont un peu oublié certains. Les derniers films avec Danny Boone dans lesquels qu'il ne réalisait pas n'ont pas fait de gros succès, en fait. Mm. Donc, je me dis, vraiment, la première bande-annonce va sans doute être décisive pour savoir, enfin, les bandes-annonces pour Oui, c'est savoir si vrai. les gens Bah, vont tenter le coup, Complètement. quoi. après, quand tu regardes qui a coécrit avec Guillaume Canet, c'est quand même les mecs qui ont travaillé sur les tuches, quoi. Donc, faudra pas, Ouais, je bah, Ouais, pense, mais les tuches, ça fait s'attendre un à un. carton, hein. Oui, les tuches, ça fait un carton, mais en termes d'humour, t'es pas très Après, élevé, quoi. ouais, Alors, ça complètement. reste du Astérix, il faut pas chercher non plus. Tu vas pas chercher Ouais, de mais l'humour regarde, très fin, c'est sûr, regarde ce mais. qu'Alexandre Astier a fait avec la potion magique et le domaine des dieux. C'était très bien, Oui, c'était mais sobre, Alexandre Astier a un humour qui est quand même bien plus fin, bien plus tranchant mais qui que les correspond mieux. tuches, et qui correspond bien mieux à Astérix. Alain Chabat, c'était pareil, l'humour des nuls. Ça s'appelle les nuls, mais enfin, c'est ultra bien pensé. Ça fait appel à des mécaniques qui sont vraiment réfléchies. C'est pas juste de la scène. C'est pas du comique de situation tout le temps, quoi. Et pourtant, C'est du Uderzo comique n'a de. jamais accepté. C'est Uderzo Goscinny. Je crois que c'est Uderzo qui n'a jamais accepté la version de Chabat, hein, qu'il l'a trouvé, qui trouvait que ça dénaturait complètement la BD. Bah, parce qu'elle était plus moderne. Je pense que ce qu'il avait l'habitude de faire, il a pris beaucoup plus de liberté. Mais enfin, l'appel de la critique, enfin, c'est sans appel ce qu'a fait la critique sur Chabat. C'est un film qui a. C'est peut-être moi qui en parle très bien parce que je l'adore ce film, et que j'adore les nuls aussi. Alors que les autres, les récents, la bande d'annonce, mis à part les dessins animés, enfin sur l'image de synthèse que j'ai adoré, je trouvais que au service de Sa Majesté, la bande annonce, je me suis dit c'est hors de question que j'allais voir ça. Et pareil pour tu vois, les Jeux Olympiques, j'avais complètement oublié qu'il existait. Et là, je pense qu'il va tomber un peu dans les mêmes travers.
ouais, je sais pas. Je C'est vrai regarderai la que là, bande-annonce, hein, mais Ouais, ouais. t'avais Et bien raison, Astérix Obélix contre César, en fait, on peut lui reprocher des choses à ce film. Moi, je l'aime beaucoup, mais voilà, parce que aussi, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, etc. Mais le casting avait été vraiment réfléchi. C'est-à-dire oui, que il voulait pas se louper sur ce premier blockbuster. C'est un des premiers blockbusters français, en fait, hein, l'Astérix de 98-99. ouais, Effectivement, au-delà de Clavier de Pardieu, avec Michel Galabru en Abra Raccourcix, avec Pierre Palmade, justement, en Assurance Touriste, qu'on avait mm. Sim en H Canonix. En fait, c'est des Laetitia Casta Falbala, c'était vraiment le casting avait été étudié pour quel, quel acteur je verrais le mieux dans la peau de tel personnage d'Astérix. Complètement. Ouais. Là, c'est presque l'inverse, quoi. C'est on prend un ouais. acteur, ah ben alors je le verrais dans quel Gaulois lui ou en quel Romain. Et c'est là qu'en fait réside tout l'inverse pour moi. Et que Chabat et à l'époque que Claude Zidi avait fait pour le premier, c'était vraiment plutôt là de chercher des acteurs qui collent à la BD et pas l'inverse. Et pour revenir un peu à Alexandre Astier, Cyril Hallyday nous dit qu'il a fait un boulot incroyable, surtout en animation, c'est vrai, et aussi même dans le casting, alors qu'on parle juste d'un casting qui finalement est vocal, les voix sont géniales, et le doublage, je trouve qu'il est vraiment génial, alors que là, au-delà du jeu d'acteur, je pense que tous ces gens qui sont au casting du film, si tu leur fais faire un film d'animation, alors peut-être pas tous, parce qu'il y a quand même des grands noms comme Pierre Richard et tout, mais tu fais faire un film d'animation à Zlatan Ibrahimovic, je suis pas sûr que ça passe très bien, quoi. Ouais, ça passerait pas. Déjà, sa voix, on la reconnaîtra pas parce qu'on s'en fout de sa voix. Donc, c'est des choses comme ça, quoi. On nous dit que c'est pour ça que le casting voix des films d'Astier marche beaucoup trop bien et qu'Astier a fait un boulot incroyable, surtout en animation, et je suis d'accord. On va passer au sujet d'après, on reviendra à la limite au fur et à mesure, ça deviendra peut-être notre nouveau fil rouge. On va passer à la news d'après comme Eater et tu vas passer d'une BD à une autre et d'un film d'animation à un autre, puisque on parlait de l'animation d'Astier, pour nous parler de Batman et un long Halloween qui sort finalement en animé après autant d'années après la BD. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Batman un long Halloween, c'est peut-être pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur comics Batman jamais écrit, Oh bah avec oui, Batman Year One. largement. C'est un classique, il faut le lire. C'est C'est un un vrai roman polar noir. noir. Ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est écrit par Jeff Loeb et c'est dessiné par Tim Sale. Et c'est un des rares classiques de Batman qui n'avait toujours pas été adapté en animé, en film d'animation. Et il est tellement dense parce qu'il est en 2 volumes, il est publié, que comme pour Dark Knight Returns, ils vont faire 2 parties. Donc un film d'animation en 2 parties. Et c'est un film très attendu avec un casting vocal pareil assez solide puisqu'on retrouve Jensen Ackles, le célèbre acteur qui faisait Dean Winchester dans la série Supernatural qui s'est terminée cette année et qui est également bientôt à l'affiche de The Boys saison 3 puisqu'il sera le nouveau personnage qui apparaîtra du nom de Soldier Boy. Donc c'est quelqu'un d'assez connu, Jensen Ackles, qui est extrêmement fan de Batman. Il avait déjà teasé il y a 2 ans à Halloween en costume de Batman, qui voudrait faire Batman. Même dans Supernatural, il fait des petites refs sur le tournage. Il faisait souvent I'm Batman, un truc comme ça. Donc il doit être très heureux de faire Batman. Dans le rôle de Catwoman, on retrouve la regrettée Naya Rivera, l'actrice de Glee, qui est D'accord. décédée en juillet 2020. C'est son dernier rôle. C'est-à-dire qu'elle a pu enregistrer les voix pour les 2 parties avant le drame qui lui est arrivé. Et du coup, c'est son, je crois, je pense, c'est l'un de ses derniers, voire son dernier rôle, même si c'est pas physique, c'est que vocal, de sa carrière finalement. Et on retrouve voilà tout un tas d'autres acteurs. Je ne vais pas faire la liste des moins connus. Et ben, ça a l'air très intéressant parce que c'est l'adaptation de Batman à Halloween. Le regret, c'est l'animation. Parce que Tim Sale, on espérait voir le comics retranscrit visuellement, et c'est pas le cas. On retrouve à la réalisation Chris Palmer et Tim Sheridan, qui sont deux réalisateurs qui ont travaillé sur le film d'animation précédent, Superman Man of Tomorrow. Et du coup, le style, la direction artistique a l'air assez originale, mais du coup, c'est pas celle du comics qui est folle. Et du coup, c'est un petit peu ce qui déçoit les fans du comics actuellement sur les réseaux sociaux. Alors bon, moi, je vais pas bouder mon plaisir si le scénario est respecté. En plus, il y a 2 parties, donc ils vont prendre bien le temps de travailler les nombreux personnages, les nombreux rebondissements, parce que c'est une véritable enquête. Donc moi, j'attends avec impatience cette adaptation de Batman un long Halloween. Eh ben, très bien. Et on va clôturer tes news avec WrestleMania 37. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est? Effectivement, alors là vraiment j'ai profité de la suite, hein, puisqu'on faisait l'émission ce soir, puisque ce week-end a eu lieu
le plus gros show de catch télévisé de la WWE, qui est la plus grosse compagnie de catch. Et vu qu'on parle de cinéma, de séries, c'est quand même un produit de divertissement qui s'inscrit clairement dans la continuité, puisque c'est une performance physique, c'est un spectacle, c'est des catcheurs qui font des acrobaties, qui simulent et font une chorégraphie de combat, mais c'est aussi des scénarios. Alors attention, hein, des scénarios très simplistes, hein. On est dans du shonen, j'ai envie de dire presque dans un animé ou un manga. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des rebondissements, il y a des trahisons. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant quand on suit pour tout ça, le mélange, le cocktail. Et effectivement, a eu lieu les 2 nuits précédentes, donc la nuit de samedi à dimanche et de vendredi à samedi et de samedi à dimanche entre 2 h du matin et 5 h 30 du matin. Donc pour suivre en direct, faut se motiver. C'est pour ça que je suis un peu fatigué ce soir. Alors c'était disponible comme les services de SVOD, il y a aussi pour ça, donc sur le WWE Network, ça coûte 10 € par mois. Vous avez accès à tous les shows existants depuis de nombreuses années. Vous avez accès aux shows en direct, donc là c'était l'occasion, je le fais une fois par an. Je donne mes 10 balles au moment de WrestleMania et c'est vraiment un plaisir à suivre. Il y a de la pyrotechnie, des explosions, des décors, de la musique. Il y a un peu de tout, c'est un show, hein. Véritablement, c'est un spectacle. Et c'était important pour eux puisque c'était la première fois depuis plus d'1 an qu'ils avaient du public. Parce que pandémie Ah oui. oblige, tout le show s'est fait pendant plus d'1 an en huis clos, avec beaucoup de choses plus cinématiques justement. Ils se sont renouvelés avec parfois des mini-films, des choses où il y a vraiment de la réalisation derrière. C'était assez marrant à voir. Et là, retour des fans, 25 000 personnes, puisque jauge réduite, alors que d'habitude c'est beaucoup plus. Mais voilà, un grand plaisir de voir les fans communier avec cette prestation qui associe performance sportive, écriture, mise en scène, effets spéciaux, alors parfois un peu cheap, hein, évidemment, faut pas s'attendre à des grandes choses. Et donc voilà, je voulais vous en parler. Si jamais, quand vous étiez plus jeune, vous aimiez le catch en regardant NT1, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert, comme pas mal NT1. de gens de ma génération. Qui était FX maintenant, je crois. Euh, ouais, C'est ça. voilà. Et à l'époque, il passait du catch, et quand j'étais ado. Et du coup, ben voilà, ça continue encore. Et puis, il y a souvent des bonnes valeurs, hein. Il y a des choses par rapport justement la place des femmes qui a beaucoup évolué, hein, le fait de mettre les femmes au même niveau que les hommes, le racisme, le harcèlement, voilà, de par leurs histoires parfois, il y a des choses qui sont mises en avant. Alors forcément, c'est de très bon enfants et c'est pas forcément écrit avec finesse, mais pour se divertir, c'est un autre moyen. Voilà. Mais je trouve ça très bien. Moi, j'ai jamais été un grand fan de catch, mais j'ai toujours été, comment dire, très admiratif des gens qui apprécient le catch et je trouve que c'est une belle discipline. Je trouve ça très bien de mettre en avant comment dire, le acteur studio show américain via ce sport-là. J'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment admirable d'avoir créé cette discipline-là. Donc, je trouve ça très cool Ouais, que et puis tu nous en parles. il y a vraiment quand je parle de jeu d'acteur, finalement, il y a quand même aussi des gens qui sont des vrais acteurs finalement en devenir ou qui le sont, puisque Oui, on The a Rock. justement Edge qui a catché hier dans le main event, qui est Hmm. un acteur incroyable de plus de 40 ans aujourd'hui, qui a joué dans la série Vikings et qui D'accord. a fait bonne impression. Et dans la saison 5, il est apparu et là, il est revenu justement à la WWE catché, mais en termes de jeu d'acteur, il a pris tellement. On sent qu'il y a un vrai acteur, quoi, contrairement à Hmm. d'autres qui sont là, qui suivent un peu le script. Et puis, on a eu Batista, Dwayne Johnson, John Cena, même si moi, je me trouve pas très bon Ah, en John tant Cena est pas qu'acteur. très bon, ouais. Euh, mais voilà, quoi, The Rock et Batista, rien que ces deux-là, C'est vrai. ils ont des potentiels énormes. Et il y a beaucoup de catcheurs qui finalement apprennent à jouer en tant qu'acteur là-bas et puis qui ont une musculature pour faire du coup forcément souvent des blockbusters, hein, faut Hmm. bien se le dire. On a eu Sacha Banks également qu'on voit à l'affiche avec les cheveux bleus qui jouait dans The Mandalorian aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs, de catcheurs visiblement, qui deviennent des acteurs. C'est un peu leur suite de carrière en termes de débouchés. On devient acteur et puis peut-être président pour The Rock, qui sait. Euh, 46% des Américains sont prêts ouais. à le suivre. Serial Ciné qui nous dit que The Undertaker lui faisait tellement peur quand il était gamin et que c'était le seul souvenir qu'il avait. Ça me fait penser, il y avait un film qui était sorti avec un ancien. Cet ancien. Le film s'appelait Le Book, ou un truc comme ça. Je me rappelle pas. Le book Après, il y Ouais, ouais, ouais. a, il y a The Wrestler, hein, sinon, avec, oui, comment s'appelle-t-il? avec le méchant d'Iron Man 2. Voilà. Oui. Ah, mais c'est ça, mais c'est parce que dans le film, il se fait appeler Le Book, donc ça s'appelle Le Wrestler. Ah Je crois que oui, le film, Ouais, c'était c'est Le ça, Book. ouais, il s'appelle The Ah oui. Wrestler. Ouais, ouais.
C'est par le C'est réalisateur ça. de Requiem for a Dream, mais je ne sais plus le nom de l'acteur. Peut-être que c'est Real Ciné va réussir à nous trouver ça. On va. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de cette passion-là comme Mickey Exeter. Ça Rourke. me. Voilà, Mickey Rourke. Ça me fait énormément plaisir que tu nous en aies parlé. Et on va clôturer. Par contre, je ne ferai pas ma dernière news. On va clôturer avec toi, Gfresh. Et tu vas nous parler de The Last of Us. Puisque bon, on reste sur Twitch. Et que Twitch, c'est du jeu vidéo. Et à chaque fois, on aime bien avoir une petite news qui concerne le jeu vidéo. Même si là, ça concerne aussi la série en même temps. On a appris de nouvelles choses sur la série The Last of Us. Oui, c'est vite fait, petite news. Donc, les acteurs principaux de Last of Us qui joueront, enfin qui incarneront Ellie et Joel, seront donc Bella Ramsey et Pedro Pascal. Donc Bella Ramsey, qu'on l'a connue dans Game of Thrones, elle fait comment elle s'appelle, Lenya Mormont, qui avait fait un petit buzz quand même pour un moment où on la voyait à l'écran, parce que pour une gamine de 8-10 ans, elle était extrêmement charismatique, extrêmement impérieuse et tout. Et Pedro Pascal, c'est aussi quelqu'un qui a joué dans Game of Thrones et qui aussi a fait le Mandalorian. C'est lui qui joue le Mandalorian. Et il joue méchant dans Wonder Woman 84 aussi. Ah, ça je savais pas. Mais qui est quand même un acteur aussi qui a un certain pédigré maintenant. Donc voilà, on a appris que ce serait eux qui joueraient donc les deux personnages principaux de The Last of Us dans la série qui sera sur HBO courant de l'année, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'elle sera exactement. Oui, ça va être courant de l'année du coup, et on a appris donc que c'était un nouveau réalisateur, un nouveau showrunner qui était apparu, puisque la personne qui s'occupait de Tchernobyl avait quitté le projet, et c'est donc un nouveau réalisateur qui est le russe du coup, et qui apparemment fait pas mal de projets plutôt discrets mais de très bonne qualité, qui reprend le flambeau, et aussi que apparemment comment dire, la série va reprendre les dialogues principaux du jeu, mais ne reprendra pas la trame exacte des cinématiques et du suivi du jeu, pour plus de surprises pour les gens qui connaissent déjà le premier opus qui était sorti à l'époque sur PS3 et qui est ressorti sur PS4 là, assez récemment. Jouant actuellement à The Last of Us 2, je ne peux qu'espérer que la série soit de bonne qualité, puisque Neil Druckmann, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est donc le directeur de Naughty Dog et qui était sur le projet de The Last of Us, le jeu, fait également partie du projet de la série. Donc on ne peut que en attendre du bien.